Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Ces chiens qui attendent leur maître et autres pouvoirs inexpliqués des animaux de Monsieur Rupert Sheldrake. C'est un livre sorti en 2001 aux éditions du Rocher. Il fait 409 pages et coûte 21 € dans la présente édition. Cette vidéo lance une nouvelle rubrique de notes de lecture consacrée à la cognition canine. Et donc nous allons commencer en traitant avec un sujet un peu lourd. J'espère que vous allez suivre cette vidéo, que je ne vais pas perdre beaucoup d'abonnés à la fin de cette note de lecture. Donc une petite présentation de l'auteur dans un premier temps, comme de coutume. Rupert Sheldrake est un scientifique de formation qui s'est adonné à la botanique, la physiologie et la chimie avant d'obtenir un doctorat de biochimie de l'université de Cambridge à la fin des années 70. Il s'éloigna progressivement de la science conventionnelle qu'il jugea trop matérialiste et mécanique. Cette science ne voyant les êtres vivants et les individus humains et animaux que comme de simples machines qui ne font que répondre à des programmes génétiques adaptés, sans prendre en compte forcément l'âme et les énergies des individus. Donc Rupert Sheldrake va avoir un regard assez critique là-dessus et s'éloigner de cette science conventionnelle, on va dire. Donc il se lança dans la recherche biologique, devint directeur d'études en biochimie et en biologie cellulaire avant de devenir membre de la Royal Society pour laquelle il mena des travaux sur la flore des forêts tropicales à l'université de Malaisie et en agronomie en Inde. Il a participé notamment dans les années 80 au développement de ce mode d'agriculture beaucoup plus intéressant que l'agriculture conventionnelle également. Et c'est une agriculture qui est beaucoup utilisée dans ces pays-là. Donc il a participé notamment, il a été l'un des pionniers dans ce domaine. Alors au début des années 80, il publia son premier livre dans lequel il exposait sa théorie des champs morphogénétiques, travaux qu'il défendra par la suite à travers d'autres livres, de nombreuses études et conférences. Vous avez d'ailleurs une conférence que vous pouvez voir qui a été enregistrée par TEDx et traduite par l'INRES, si je ne dis pas de bêtises. Donc où justement il pose un petit peu son point de vue et les déviances de la science conventionnelle. Donc c'est une petite conférence d'une vingtaine de minutes que vous pouvez voir et qui est vraiment très intéressante, disponible sur YouTube. Ça vous apprendra un petit peu, vous apprendrez peut-être à cerner davantage le personnage et à avoir un regard et un nouvel éclairage sur cette science conventionnelle une fois de plus. Alors évidemment, le dogme scientifique criera à l'hérésie, ses travaux seront jugés invérifiables et donc faux, il sera relégué au rang de pseudo-scientifique, bien qu'il sera soutenu tout de même par une petite partie du monde scientifique qui jugera ses travaux révolutionnaires. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on ne va pas traiter de concret, mais on va davantage s'orienter vers de l'abstrait ou du moins du ressenti à travers les émotions des animaux, et vous allez acquérir, je l'espère, une nouvelle conception de vos propres animaux pour une meilleure relation avec eux. Alors, l'auteur débute son ouvrage en nous rappelant les origines de la domestication des chiens, des chats et des chevaux, car il traite également de ces deux autres espèces, ainsi parfois que des oiseaux et d'autres animaux. Il extrapolera aussi ses travaux sur l'humain, ça on y reviendra, mais en revanche les autres espèces, je ne les traiterai pas afin de minimiser un petit peu la note de lecture et de ne me concentrer que sur le chien, parce que c'est le domaine qui nous intéresse, du moins qui m'intéresse à travers ces vidéos. Et il va aussi parler donc des liens sociaux. Il explique que ces liens sociaux se développent au sein d'un champ social qui relie à distance des éléments entre eux, qui évoluent et qui contient une sorte de mémoire. Ce champ social est une catégorie des champs morphiques. Alors définissons maintenant ce qu'est un champ morphique selon Rupert Sheldrake, ça nous permettra d'aller beaucoup plus loin. En fait, l'auteur part d'une question en étudiant les développements des plantes lorsqu'il est encore étudiant à l'université de Cambridge, où il dit comment les végétaux, il se questionne, mais il développe ça dans son ouvrage, comment les végétaux à partir d'embryons simples font-ils pour se développer et acquérir les formes caractéristiques de leur espèce? Cela demeure l'un des plus grands mystères de la biologie qu'on appelle la morphogénèse. Voilà ce que c'est que la morphogénèse. Donc, partant de ce postulat, M. Rupert Sheldrake va donc nous exposer un petit peu la théorie des champs morphogénétiques. Donc ça va être une citation assez longue, mais elle est vraiment nécessaire pour permettre de comprendre la suite de l'ouvrage, tout le développement qu'il va y avoir sur l'ouvrage. Donc accrochez-vous, c'est parti. L'approche simpliste du problème consiste à dire que toute morphogénèse est génétiquement programmée. Les différentes espèces se contentent de suivre les informations contenues dans leurs gènes, mais à la réflexion, la réponse se révèle inadéquate.
toutes les cellules du corps contiennent les mêmes gènes, que ce soit celles des yeux, du foie, de nos bras ou de nos jambes, pour prendre l'exemple de l'homme. Mais si toutes sont programmées de la même manière, comment se fait-il qu'elles évoluent si différemment ? Les biologistes spécialistes de la morphogénèse des animaux et des plantes ont pris conscience de ce problème de longue date et, depuis les années 20, ils professent que les organismes en développement sont façonnés par des champs morphogénétiques. Cette hypothèse suggère que dans les systèmes auto-organisés, il existe, à tous les niveaux de complexité, une globalité soumise à un champ organisateur propre à ce système, son champ morphique. Vous suivez toujours ? Tout système qui s'auto-organise est un tout fait d'éléments qui constituent eux-mêmes un tout à un niveau inférieur. Vous avez le petit schéma qui est adjoint à l'explication. À chaque niveau, le champ morphique confère à chacun de ces tous ses propriétés caractéristiques et en fait quelque chose de plus que la somme des éléments qui le composent. Chez les animaux et les plantes, les champs responsables du développement et de la conservation de la forme de l'organisme sont appelés champs morphogénétiques. Quand il s'agit de l'organisation de la perception, du comportement et de l'activité mentale, on parle de champs perceptuels, comportemental et mental. Pour les cristaux et les molécules, les champs sont cristallins ou moléculaires. Les champs sociaux et culturels régissent enfin l'organisation des sociétés ou de cultures. Toutes ces variantes de champs organisateurs sont des champs morphiques. J'espère que vous avez compris. Tout système morphique, par exemple, un embryon de girafe, se règle sur des systèmes similaires antérieurs, en l'occurrence des girafes du temps passé en train de se développer. Chaque individu puise ainsi dans une mémoire collective un fond commun qui l'alimente à son tour. Dans le contexte humain, cette mémoire est très proche de l'inconscient collectif de Jung. Ça peut aussi également renvoyer à la discipline de la psychogénéalogie, tout ce qui va toucher aux mémoires antérieures, comme quoi on hérite également de la mémoire et des problèmes antérieurs de nos aïeux. J'avais lu notamment récemment 2 ouvrages d'un psychanalyste qui s'appelle Didier Dumas, justement. C'était sur les ouvrages étaient L'enfant créa le père et je ne me souviens plus du second. Enfin bref, c'était des ouvrages en fait qui traitaient de l'influence qu'avaient les parents sur les enfants et au final comment ça se transmettait de génération en génération. Selon ces travaux et d'autres travaux qui avaient été effectués par des psychanalystes en parallèle de la psychanalyse conventionnelle de Jung et de Freud notamment, ils avaient émis dans leurs travaux que c'était Françoise Dolto et lui notamment, il y en a eu d'autres, qui avaient émis en fait l'hypothèse que les mémoires générationnelles se transmettent et ont un impact sur 3 générations. Donc, c'est-à-dire qu'entre guillemets, les problèmes ou souffrances qu'a pu subir votre grand-père durant sa vie, vous allez avoir cette mémoire inscrite en vous. Donc voilà, ça renvoie un petit peu là-dessus, c'était assez intéressant comme lecture, et donc un mois plus tard, en lisant donc Rupert Sheldrake, j'apprends que au final les champs morphogénétiques traitent de cela chez les animaux. Et donc vous allez voir. Donc maintenant que les champs morphogénétiques ont été exposés, vous allez voir que l'auteur il fait vraiment jouer un rôle dans tout ce qui va être organisation sociale, comportement et interaction entre individus, et par bien des aspects que nous allons maintenant creuser au final. Alors cet ouvrage est le fruit de 5 années de recherche, de rapports de plus de 2000 propriétaires de chiens, mais également des dresseurs et des professionnels. Il va y avoir des témoignages de chiens de secours, d'assistance, de vétérinaires, de soigneurs, de parcs zoologiques, de centaines d'heures d'interviews et de vidéos, d'études sur 3 comportements inexpliqués, à savoir la télépathie, le sens de l'orientation et la prémonition et la précognition. Rupert Sheldrake mettra évidemment de côté les conditionnements des chiens en termes d'heures de bruit ou d'odeur pour construire des protocoles d'études afin de vérifier ou corroborer les témoignages, notamment pour les chiens qui anticipent le retour des maîtres. On va en parler un peu plus loin avec les expériences de JT notamment. Donc je tiens vraiment à souligner, et je le referai d'ailleurs un peu plus loin, il y a beaucoup de sceptiques qui vont dire que tout n'est que conditionnement, que de toute façon à travers cet ouvrage si le chien interagit comme ça, c'est à cause de tel ou tel stimuli.
Par exemple, le chien qui va anticiper une promenade, ça va pas forcément être de la télépathie, qui va deviner que son que son maître va l'amener en promenade, c'est simplement qu'il va se conditionner sur le fait que le propriétaire mette des chaussures, ou qu'il prenne la laisse, etc., etc. Évidemment, Rupert Sheldrake est loin d'être con. Tous les scientifiques avec lesquels il a établi des protocoles ont évidemment mis de côté tout cela, et vous avez toute une partie au début de l'ouvrage où justement Rupert Sheldrake va traiter du sens de l'ouïe, de l'odorat, et d'autres, enfin bref, sur le chien, et au final il va dire voilà ce que la science sait en termes de, je sais pas, genre le chien sait entendre un bruit à partir de tant de mètres, etc., etc. Il va prendre aussi en compte qu'au niveau de l'odeur, même si le chien va avoir l'odeur face à soi, etc., etc. Donc tout ça, ça va être pris en compte. Il faut vraiment vous dire que les situations et les exemples que va exposer Rupert Sheldrake, c'est évidemment des exemples qui ont été triés parmi... qui sortent justement de ces critères. Donc on va dire des sens ordinaires du chien, quoi. On va dire que là, pour le coup... Voilà, je vais pas m'étaler davantage parce que sinon je vais parler encore. Toujours est-il que, à travers cet ouvrage, vous n'avez vraiment que des phénomènes et des témoignages extraordinaires qui sortent de la biologie classique du chien. Voilà. Alors il va émettre des statistiques selon les témoignages sur des races plus sujettes à ces phénomènes, notamment sur la télépathie, puisque c'est le premier sujet qu'il développe, et il s'attardera notamment sur une expérience menée en Angleterre, filmée par différentes caméras de télévision autrichiennes et contrôlée par un scientifique sceptique assez connu des médias anglais. Ce dernier finira par confirmer la pertinence de l'expérience et par la valider en effectuant son propre protocole. Donc ce fameux protocole a été mené sur 1 an et demi, comprenant plus de 1200 enregistrements vidéo, soutenu et financé par la LifeBridge Foundation de New York. Donc là on va parler sur l'expérience de JT qui a été menée pour analyser, on va dire, le comportement de télépathie chez le chien. On parle pas d'une petite expérience menée par l'éthologue du coin dans un garage, mais on parle vraiment d'une expérience qui a été vérifiée, qui a duré plus d'1 an et demi, je crois, qui a été corroborée par les médias et par un autre scientifique qui justement lui était qui ne croyait pas justement à ce phénomène, qui parlait davantage justement de conditionnement. Et c'est assez intéressant de voir que les résultats donc Rupert Sheldrake va mettre à un moment donné dans l'ouvrage, ces résultats à lui face aux résultats du scientifique sceptique ayant développé justement le même protocole, et il se rend compte que les résultats sont identiques. Donc cette expérience de JT, elle est assez intéressante. Je vais vous en parler vite fait, mais Rupert Sheldrake appuie beaucoup celle-ci parce que c'est celle qui a été la plus médiatisée sur les comportements de télépathie chez le chien, et pour le coup ça rend le contenu beaucoup plus pertinent. Donc cette fameuse expérience de JT, en quelques mots, qu'est-ce que c'était? Rupert Sheldrake, pour effectuer cet ouvrage, donc pendant 5 ans, il avait fait des appels dans la presse, dans les différents médias qu'il y avait dans les années 90, pour que les gens puissent lui indiquer au final des témoignages qu'ils pouvaient avoir sur leur propre chien, du vécu en termes de télépathie, de prémonition, etc., etc. Et donc il va y avoir une dame qui va habiter à Manchester, qui va lui donner un compte-rendu des expériences qu'elle-même a pu mener sur son chien, qui ont été beaucoup soulignées aussi par les parents de cette fille. Rupert Sheldrake va donc se déplacer chez elle, constater que évidemment c'est très pertinent, et cette chienne-là, cette fameuse JT, a vraiment des comportements vraiment spécifiques. Et donc il va la filmer pendant 1 an et demi, il va faire plus de 1200 enregistrements vidéo, je crois. Et donc c'était une chienne, cette fameuse JT, qui anticipait le retour de sa maîtresse. C'est-à-dire que lorsque sa maîtresse quittait son travail, ou bien parce qu'à un moment elle a eu une période de chômage, mais quand cette dame vaquait à ses occupations, quand elle décidait de rentrer, la chienne ressentait le désir ou la décision qu'avait prise sa maîtresse de rentrer, et se positionnait devant une porte vitrée. Donc les parents avaient commencé à se rendre compte de cela parce que la fille habitait dans le même immeuble que ses parents, et lorsqu'elle partait travailler, elle laissait toujours sa chienne à ses parents.
Et cette fameuse dame avait un travail justement où elle n'avait pas d'horaire fixe, où en fonction des aléas qu'il y avait à son travail, elle finissait à des horaires plus ou moins variés. Et à chaque fois qu'elle quittait son lieu de travail et qu'elle se décidait à rentrer, elle avait une demi-heure de trajet à effectuer. Et les parents se sont rendus compte que la chienne se mettait donc une demi-heure avant que la maîtresse arrive au niveau du pas de la porte sur cette fameuse baie vitrée. Et en fin de compte, c'est un peu comme ça qu'ils se sont rendus compte que, bah tiens, quand la chienne se mettait à 16h30, ça veut dire que la maîtresse venait de quitter son travail et qu'elle allait rentrer à 5h, mais de temps en temps, ça pouvait être 5h15, 5h30, etc., etc. Donc Rupert Sheldrake va mettre en place un protocole, à savoir cette fille va avoir un beeper sur elle, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas non plus beaucoup de téléphones portables. Elle va être filmée elle va être accompagnée et filmée par un des membres de l'équipe de Rupert Sheldrake. Et de façon aléatoire, Rupert Sheldrake va biper, lui envoyer donc un message sur les beepers. Vous savez, les beepers, c'était des petits appareils, genre l'équivalent des portables, qui envoyaient des espèces de petits messages courts, l'équivalent des short message service, là, c'est les SMS. Là. Et au final, à travers le beeper, la dame savait qu'elle devait rentrer chez elle. Et ils se sont rendus compte que dès que Rupert Sheldrake envoyait le message, alors lui évidemment il n'était pas chez elle avec la chienne était filmée, chaque fois que la fille recevait le message et qu'elle avait donc l'intention de rentrer chez elle, la chienne s'activait. Donc là pour le coup on avait vraiment un comportement totalement visible, c'est-à-dire que la chienne quittait vraiment tous les emplacements qu'elle avait pour se mettre au niveau de la baie vitrée. Peu importe les conditionnements, peu importe l'heure, peu importe le temps, peu importe le jour. Et donc là, pour le coup, c'était une expérience vraiment révélatrice et qui a pu donc être corroborée. Ensuite, l'auteur va s'attarder sur l'empathie chez le chien, de son utilisation comme médiateur dans les instituts spécialisés, les maisons de retraite, les hôpitaux et aussi les prisons, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Il recense également divers témoignages de chiens ressentant le décès de leur propriétaire, même si ces derniers étaient à l'autre bout du monde et que les chiens étaient gardés par des membres de la famille. Il y a plus d'une centaine de témoignages de ces phénomènes sur sa base de données, donc c'est aussi intéressant de lire tous les comptes rendus de ces différentes personnes à travers le monde, parce qu'il y a eu des témoignages en France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, même en Asie, je crois. Et donc des personnes qui ne se connaissent pas, une fois de plus, on est dans les années 90. Il faut aussi vraiment vous remettre dans ce contexte de l'époque. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas toute la télévision qui va vous parler d'émissions, de reportages sur le chien, parce que les études éthologiques sont encore assez récentes. Donc tous ces gens qui envoient des témoignages et qui ont des visions et au final des expériences qui se corroborent les unes les autres, ça rend le contenu vraiment pertinent. Voilà, faut vraiment vous remettre dans ce contexte-là. On est il y a presque 30 ans en arrière. Donc voilà. Alors en plus de l'anticipation du retour des maîtres, les phénomènes d'empathie et réaction animale lors du décès ou d'un accident survenu à leur maître, même à plusieurs kilomètres ou centaines de kilomètres de là, un témoignage à l'appui une fois de plus, Rupert Sheldrake va développer des études scientifiques effectuées sur des chiens qui devinent les pensées de leur maître, comme des transmissions télépathiques notamment. Il va parler, pour les expériences qui ont été effectuées sur les transmissions télépathiques, des travaux d'un neurophysiologiste russe qui s'appelait Vladimir Bechterev concernant les communications télépathiques dans les années 20. Et il va extrapoler ses capacités sur l'humain. Et des études de sociétés tribales qui avaient été effectuées, comme les Boshiman ou les indigènes du désert du Kalahari. Il va même jusqu'à nous apprendre que selon Richard Sandbart Baker, dans son ouvrage African Drums, les communications par tam-tam conduisent davantage les pratiquants à entrer dans un état modifié de conscience pour favoriser la télépathie qu'en un simple instrument délivrant des messages via un alphabet sonore. Ça corrobore le fait qu'il y a eu une personne qui avait passé plusieurs années de sa vie avec justement les Boshiman, les indigènes du Kalahari, et cette personne expliquait que... Alors, il faut vous remettre un petit peu dans le contexte, hein, c'est une région vraiment désertique, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de tout ça. Et lorsque une partie de la tribu partait chasser, ça pouvait durer parfois des heures et des heures et des heures. Quand ils abattaient un animal, qu'ils avaient fait toute la prière, toute la petite cérémonie, machin, qu'ils se mettaient en route pour rentrer, les Boshiman qui partaient à la chasse disaient que le reste de la tribu savait qu'ils venaient de réussir la chasse, parce que
il leur avait dit, donc de façon télépathique, et qu'au final, quand la dame qui accompagnait le groupe des chasseurs rentrait avec les chasseurs sur le reste de la tribu, elle voyait qu'en effet, toute la cuisine venait d'être préparée, que les plats étaient chauds, enfin vraiment, genre le timing au niveau de l'horaire était parfait. Donc Rupert Sheldrake va donc parler de la télépathie, des transmissions télépathiques qui peuvent s'effectuer d'animal à humain, d'humain à animal, mais aussi d'humain à humain. Il va aussi parler du fait que on a quasiment tous ça en nous, mais le problème c'est que l'essor d'internet, du téléphone, lui il va parler du téléphone portable après de la télévision, parce qu'on est encore très très loin de internet. Il dit que ça a beaucoup atrophié cette capacité chez l'homme blanc occidental, enfin chez l'homme blanc, dans les sociétés occidentales, mais qu'au final, dans les peuples encore tribaux, où justement il y a des civilisations un peu anciennes avec des capacités, des mémoires qui se perpétuent justement de génération en génération, on reste beaucoup ancré là-dedans. Et apparemment, donc les Boshiman pensaient même que le télégraphe, qu'avait commencé à installer l'homme blanc en fait en Afrique, ça permettait au final la télépathie. Parce que pour eux, au final, quand on parlait à distance, c'était forcément de la télépathie, quoi. Il n'y avait pas autre chose. Après avoir parlé de la télépathie comme capacité de transmission de messages et d'analyse d'informations de façon intra- ou interspécifique, Rupert Sheldrake va parler du sens de l'orientation. Alors il va d'abord l'aborder sous l'angle scientifique mécaniste, soit l'interprétation généraliste du phénomène, avant de l'analyser à travers le concept des champs morphogénétiques. Pour ce faire, il va s'appuyer sur plusieurs témoignages au rapport d'études de sa base de données et s'attarder sur les travaux menés par le zoologiste F. H. Eric et le naturaliste Bastian Schmidt, ayant mis en situation des chiens dans des environnements inconnus afin d'étudier leur méthodologie pour rentrer chez eux. L'auteur va évidemment développer le sujet des migrations d'oiseaux et des recherches menées sur le sujet. Comme de coutume, il exposera les explications scientifiques communes du phénomène et soulèvera des questions sur le discours officiel et montrera quelques incohérences. Parmi celles-ci, vous trouverez exposé la théorie des sens magnétiques, comme quoi les oiseaux migrateurs suivraient un programme appelé le programme inné de la navigation vectorielle spatio-temporelle, induit par le champ magnétique terrestre, le Soleil et les étoiles. Après, il y a eu plusieurs problèmes qui ont été soulignés par des études scientifiques, notamment plusieurs d'entre elles qui s'étaient mis à suivre des groupes d'oiseaux migrateurs au radar et se sont rendus compte qu'ils pouvaient évoluer des jours durant sur des ciels couverts, donc où il n'y avait aucun soleil et aucune étoile la nuit, et pourtant sans même modifier les trajectoires des années précédentes au niveau de la migration. Donc ça posait un petit problème là-dessus. Qui dit inné également dit héritage transgénérationnel, et on sait que le champ magnétique terrestre évolue. Il bouge quasiment de jour en jour, de saison en saison, et les pôles magnétiques terrestres bougent aussi énormément. Enfin, énormément, tout est relatif, mais voilà. Et donc au final, si les oiseaux fixent vraiment cela comme une boussole, les itinéraires devraient toujours varier en fonction du champ magnétique. Or, on se rend compte que à partir du moment où on avait commencé à les suivre par GPS, à donc mettre certains des balises et tout, ils se sont rendus compte qu'ils suivaient toujours les mêmes couloirs, peu importe les valeurs qui étaient présentes sur les champs magnétiques. Sur le sens de l'orientation, il va dire: à l'instar des animaux domestiques et des pigeons, les tortues sont reliées à leur plage natale et leurs aires nourricières, les albatros à leurs îles de nidification et les hirondelles à leur territoire de reproduction et d'hivernage par des connexions d'une même nature. C'est du moins mon point de vue. Ces liens immatériels sont établis via les champs morphiques qui, en leur permettant de mettre le cap sur leur destination, jouent un rôle essentiel dans les migrations et expliquent la capacité des animaux à trouver leur gîte. L'une des caractéristiques de ces champs est d'intégrer une mémoire qui se transmet en vertu d'un phénomène appelé résonance morphique. Un animal donné, par exemple un oiseau migrateur, entre en résonance avec les migrateurs de la même espèce qui, avant eux, ont suivi la même route. Ainsi, quand un jeune coucou quitte l'Angleterre pour l'Afrique, il puise dans la mémoire collective de ses ancêtres. Cette mémoire inhérente au champ morphique de son itinéraire migratoire le guide au fur et à mesure de sa progression. Elle lui indique les directions à prendre et lui permet d'identifier instinctivement les repères du terrain, les aires nourricières et de repos. Elle l'informe également lorsqu'il a rejoint le territoire ancestral d'hivernage. La sélection naturelle a très probablement favorisé les oiseaux sensibles à ce champ migratoire ancestral et qui émigraient en résonance avec lui.
Comme les migrations s'effectuent en général selon un itinéraire immuable des générations durant, le sens de l'orientation des migrants se décline en une séquence routinière d'étapes. Les jeunes qui effectuent le voyage pour la première fois sans l'aide de leurs aînés et n'ont aucune expérience ni des territoires d'hivernage, ni des étapes de la migration, c'est le cas des coucous, se remettent entièrement à cette séquence génétique de direction. Après avoir passé quelque temps dans leur quartier d'hiver ou leurs aires de reproduction, certaines espèces sont capables d'y revenir au départ de lieux inconnus. L'établissement du lien avec un lieu est appelé imprégnation au site dans la littérature scientifique, mais on ignore pratiquement tout de la manière dont les choses se passent. Je pense pour ma part que cette imprégnation implique la mise en place de connexions avec le lieu à travers un champ morphique, de sorte que l'oiseau reste relié à ce lieu même lorsqu'il en est très éloigné. Donc il va s'appuyer également sur des recherches qui avaient été effectuées par des ornithologues qui avaient capturé une espèce d'oiseau qui migrait du Danemark jusqu'en Angleterre, donc sur une ligne vraiment horizontale, et ils se sont rendus compte qu'en les capturant sur une des aires de repos, sur cette fameuse ligne droite, ils les amenaient en Suisse, et de la Suisse, ils étudiaient justement le comportement qu'avaient les oiseaux pour aller sur leurs aires migratoires de base, quoi. Donc ils se sont rendus compte que les adultes, peu importe l'endroit où ils étaient, c'est-à-dire que partir du Danemark en Angleterre, il l'avait fait en ligne droite, on les dépose en Suisse, donc presque 1000 km plus bas, et bah tac, peu importe, ils remontent en fait en Angleterre, alors que c'est une route qu'ils n'ont absolument jamais rencontrée, sur laquelle ils n'ont jamais été, donc il n'y a aucun repère sur le coup. Donc ça renforce justement, selon Rupert Sheldrake, la théorie des champs morphogénétiques, comme quoi, peu importe l'endroit où on est, on va se retrouver forcément attiré par le lieu de destination. Mais en revanche, ce qui a été aussi intéressant de noter, c'est que les petits n'ont pas suivi les adultes, parce que tous les oiseaux ne volent pas d'un seul coup, vous savez, il y a des vagues dans les flux migratoires. Au final, les petits, eux, ont continué cette fameuse ligne droite. Donc, du Danemark en Angleterre, en allant en Suisse, au final, ils continuent de la ligne droite, ils se sont retrouvés dans le sud de la France et en Espagne. Donc, ils ont passé leur premier hiver là, et l'hiver suivant, il y avait des petits donc, qui sont retournés, qui ont été en Angleterre, alors qu'ils n'y avaient pas été l'année précédente, et d'autres qui sont retournés sur leur aire nourricière de base, sur leur nouveau lieu d'hivernage, parce qu'ils avaient, selon Rupert Sheldrake, établi leur champ morphogénétique là-bas. Et donc, une fois de plus, sachant qu'ils n'avaient jamais fait la route du Danemark jusqu'en Espagne ou dans le sud de la France, et qu'en plus, ça n'était même pas inscrit dans la mémoire génétique des ancêtres, qui partaient eux directement en Angleterre, cette génération a ouvert une toute nouvelle route migratoire pour aller dans ces régions-là. Sans aucun repère, une fois de plus, sans rien, uniquement en étant relié, selon Rupert Sheldrake, grâce au champ morphogénétique à la localisation d'arrivée. Je sais pas si vous me suivez un petit peu, parce que moi j'ai lu le bouquin, donc je vois un petit peu de quoi ça parle. J'espère que mes explications sont pas trop embrouillées, parce que ça a l'air un petit peu quand je parle. Donc bref. Après la télépathie et le sens de l'orientation, Rupert Sheldrake va étudier le phénomène de prémonition et les travaux effectués sur ce thème. C'est le dernier gros thème du livre. Donc, il va d'abord parler des recherches pionnières du vétérinaire anglais Andrew Edney sur les attitudes prémonitoires des chiens face à des crises d'épilepsie au début des années 90. Aucun de ces chiens n'avait été dressé pour cela, parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas. C'est d'ailleurs suite à ces travaux qu'on avait commencé à mettre en place en Angleterre, puis après ailleurs dans le monde, des écoles de dressage pour chiens afin d'identifier, de prémunir justement les propriétaires les propriétaires épileptiques de crises à venir. Voilà. Bref. Aucun de ces chiens donc n'avait été dressé pour cela, et non seulement ils anticipaient les crises plusieurs minutes à l'avance, mais lorsqu'ils se retrouvaient face à des personnes qui simulaient les crises, il n'y avait aucune réponse de la part des chiens. Alors les scientifiques ou les sceptiques vont dire qu'au final, les chiens vont ressentir soit des micro-mouvements des épileptiques, soit des tressaillements de muscles ou de la peau, ce genre de choses-là. Certaines personnes vont même dire qu'au final ils vont s'orienter sur
les charges électriques des individus. Rupert Sheldrake dit que c'est bien possible à partir du moment où le chien est dans la même pièce que l'humain, mais dans les témoignages qu'il a reçus et dans les travaux qui avaient été effectués donc par le fameux vétérinaire Andrew Edney, il y a des chiens qui réagissaient alors qu'ils étaient dans d'autres pièces de la maison, même parfois en dehors de la maison. Ils réagissaient à une crise d'épilepsie que pouvait avoir leur maître, alors qu'il était parfois soit dans la cour, soit même le chien parfois était chez les membres de la famille, et donc il réagissait alors que le maître avait une crise à 10 ou 20 km de là. Donc une fois de plus, ça renforce la théorie des champs morphogénétiques, comme quoi un chien peut être relié à son maître, même si il y a plusieurs distances qui les séparent. Et donc pour le coup, on reste une fois de plus sur des protocoles scientifiques et des témoignages qui corroborent ce fait-là. Donc c'est intéressant de noter que, enfin je l'ai déjà dit mais je vais le répéter, de toute façon je me répète souvent, Rupert Sheldrake va expliquer à chaque fois toute la théorie et les connaissances de la science, comment est-ce qu'on va classiquement définir tel ou tel phénomène. Il va généralement montrer certaines limites, et en fonction des limites, lui va apporter ses outils de compréhension. Après, c'est pas le seul qui avait traité des champs morphogénétiques. Dès les années 20, justement, il y avait des scientifiques qui avaient commencé à s'intéresser à cela. Lui, il n'a fait qu'extrapoler cela à partir des années 80 et des connaissances actuelles et des dernières données qui pouvaient y avoir en date il y a 40 ans maintenant. Mais même à notre époque, il conserve toujours ce discours-là. Donc voilà, ça reste vraiment quelque chose qui n'est pas farfelu, tout est documenté, tout est sourcé, je vais en revenir après. Donc des scientifiques se sont également après penchés par la suite sur les prémonitions et les anticipations de cancer, de mort subite des propriétaires, des crises diabétiques et des tremblements de terre. Et pour le coup, sur les tremblements de terre, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a eu des protocoles gouvernementaux qui ont été utilisés. Donc l'auteur s'attardera sur le sujet en expliquant qu'en Chine, dans les années 70, les sismologues encourageaient le public à observer et faire état des attitudes prémonitoires des animaux, et donc un programme mis en place par le gouvernement avait sauvé des milliers de vies en faisant évacuer des villes entières selon les comportements de prémonition des animaux. Parce qu'on sait qu'il va y avoir des chiens et également d'autres animaux qui vont réagir, qui vont anticiper les tremblements de terre. La science occidentale, en revanche, ne prend pas en compte ce genre de capacité des animaux, puisque jugée trop aléatoire ou trop crédible. Une fois de plus, nous on est très cartésiens, et commencer à prendre en compte les émotions des animaux ou divers process cognitifs qu'ils peuvent avoir, nous on va pas trop s'attarder là-dessus, parce qu'il n'y a rien de concret, il n'y a rien de mesurable, tout n'est que idées ou suppositions, et donc nous en tant que bons français nous en tant que blancs super intelligents, on va pas le faire évidemment, mais d'autres civilisations tout aussi évoluées, voire même un peu plus dans certains domaines, vont se dire qu'on pourrait quand même utiliser cela. Donc dernière grosse citation du bouquin, après c'est promis il n'y en aura plus, celle-là donc c'est sur les tremblements de terre, et donc c'est là où en fait l'auteur va parler des théories officielles avant d'expliquer les faits. C'était pas dans la citation précédente, comme j'avais cru que c'était le cas. Donc, comment les animaux font pour ressentir les tremblements de terre, notamment les chiens? En dehors de quelques expériences récentes au Japon, aucune recherche n'est conduite dans le monde pour savoir par quels moyens les animaux ressentent l'imminence d'un tremblement de terre. Différentes théories existent cependant. L'une d'elles est qu'ils captent des bruits subtils, des vibrations et des mouvements du sol. Cette théorie pose 3 problèmes. D'abord, les animaux qui anticipent les tremblements de terre ont une audition qui n'est pas plus fine que la nôtre. Donc pour ça, ils s'appuient sur des travaux qui ont été effectués sur une vétérinaire qui avait expliqué cela. Après, moi j'ai un doute là-dessus, mais il faudra que je recorrobore ça. Donc à la limite, on met 3-4. À la limite, on met ça entre parenthèses. Donc ensuite, les vibrations du sol et les secousses mineures sont courantes dans les zones d'activité sismique. En 1980 par exemple, la Californie a totalisé 350 tremblements de terre, en excluant les secousses de traîne de magnitude inférieure ou égale à 3. Si les animaux réagissaient aux vibrations les plus faibles, les fausses alertes ne se compteraient pas, suscitées même par le passage des camions. Donc troisièmement, s'il existait des vibrations vraiment caractéristiques précédant les grands tremblements de terre, les sismologues avec leurs instruments ultra sensibles devraient pouvoir faire au moins aussi bien que les animaux, or il n'en est rien.
Une autre théorie veut que les animaux répondent au gaz qui s'échappe du sol avant un tremblement de terre, mais il ne semble pas y avoir de corrélation entre l'odorat des animaux et leur sensibilité en la matière, car si certaines espèces, comme les chiens, sont infiniment plus sensibles aux odeurs que nous le sommes, d'autres, comme les oiseaux chanteurs, le sont moins. Il n'existe pas non plus de preuve que les tremblements de terre soient précédés par des émanations gazeuses. Selon une troisième théorie, les animaux réagiraient aux variations des champs électriques qui préludent au tremblement de terre. Théorie beaucoup plus plausible que les deux précédentes. Il existe des preuves que certains séismes sont effectivement précédés par une modification des champs électrostatiques, probablement consécutive à des variations de pression dans les roches elles-mêmes. Une quatrième théorie postule que les animaux sentent ce qui va arriver d'une manière qui échappe à l'appréhension scientifique. En d'autres termes, ils pressentent, ont la sensation que quelque chose est sur le point de se produire. Il s'agit autrement dit d'un phénomène de précognition. L'hypothèse aurait été inutile si tous les faits pouvaient être expliqués de manière satisfaisante par des théories plus conventionnelles. De nombreux scientifiques, moi y compris, préféreraient ne pas devoir envisager l'idée d'influence s'exerçant à reculons dans le temps, c'est-à-dire du futur vers le présent. J'aimerais pouvoir en faire l'économie, mais c'est impossible, car si à l'heure actuelle la théorie électrique paraît assez prometteuse pour justifier que l'on ignore cette éventualité, il existe cependant d'autres sortes de prémonitions animales qu'elle ne peut expliquer. Et donc Rupert Sheldrake va parler de nombreux témoignages également qu'il avait pu recueillir à travers cette base de données qu'il a effectuée pendant 5 ans, où il va parler des chiens qui anticipaient les bombardements durant la Seconde Guerre mondiale, notamment en Angleterre, où vous savez que l'Angleterre avait été extrêmement bombardée par l'armée allemande. Et il y avait des chiens qui réagissaient parfois une demi-heure ou plus à l'avance des bombardements. Rupert Sheldrake va nous faire un rapide cours d'histoire en disant que les bombardiers à l'époque volaient à presque 400 km/h, donc un chien qui anticipait une demi-heure à l'avance un bombardement, ça signifiait qu'il anticipait des avions qui étaient à plus de 300 km de là. Donc on sait qu'au niveau de l'audition, ça ne va pas être possible. Un chien n'est pas capable d'entendre un avion qui est à plus de 300 km de là. Évidemment, les bombardements arrivaient de façon aléatoire. Beaucoup de chiens réagissaient bien avant la sirène d'alerte. Et comme ça arrivait de façon aléatoire et que de toute façon c'était pendant la guerre, les gens étaient pas forcément plus stressés que ça. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. Plus impressionnant encore, plus intriguant du moins encore, il y avait des chiens qui étaient capables d'anticiper les bombardements faits par les fusées V2. Et il faut savoir que les fusées V2, pour le coup, se déplacent à presque 3000 km/h. C'était des fusées supersoniques. Et les chiens qui étaient capables plusieurs minutes à l'avance, plusieurs dizaines, voire vingtaines de minutes à l'avance, selon des témoignages toujours, Rupert Sheldrake n'imagine rien. Il ne fait à chaque fois que se baser ou raconter des témoignages de personnes. Donc les personnes qui anticipaient, les personnes qui avaient des chiens qui anticipaient, je vais y arriver, les bombardements par des fusées V2, une vingtaine de minutes à l'avance, quand même, ça signifiait que la fusée n'avait même pas encore quitté l'Allemagne. Parce que si ça se déplace à 3000 km/h, en fin de compte, en moins de 10 minutes, une fusée lancée depuis une base allemande arrivait en Angleterre. Donc il y avait des chiens parfois qui anticipaient bien avant l'échelle de 10 minutes de temps. Donc là, pour le coup, Rupert Sheldrake va prendre beaucoup de pincettes parce que la précognition, comme il l'expliquait dans la dernière citation que je vous ai lue, la précognition signifie que les animaux peuvent anticiper des événements futurs. Donc pour le coup, ça chamboule totalement notre continuum espace-temps et les représentations que nous avons du fil du temps, quoi. Un dernier passage intéressant que je voulais relever avant la conclusion de l'ouvrage de M. Rupert Sheldrake, c'est concernant des travaux qui ont été effectués par un parapsychologue américain qui s'appelait Dean Radin dans les années 50 ou 60, je ne sais plus, sur des expériences justement de précognition de l'humain. Je vous avais dit que Rupert Sheldrake extrapole aussi beaucoup les recherches qui ont été effectuées, ses capacités sur l'humain. Au niveau de la télépathie, il parlait des Bushiman et des indigènes du désert du Kalahari. Au niveau des migrations, il ne fait pas forcément le comparatif avec l'humain, d'accord. Mais pour les prémonitions et les précognitions, il va parler d'expériences qui ont été effectuées sur l'homme. Et cette fameuse expérience de Dean Radin est extrêmement intéressante parce qu'elle avait eu des résultats très surprenants en tout cas. C'était une expérience où en fait il y avait des personnes qui s'étaient portées volontaires, qui étaient enfermées dans une pièce,
avec tout un tas de capteurs sur eux, etc., etc. On leur faisait passer des diaporamas de photos, soit avec un contenu très agréable, soit avec un contenu plutôt obscène, plutôt choquant. Il y avait des images de pornographie, ou alors des images de cadavres, des images de morts. Et en fin de compte, on calculait, on anticipait, on regardait, on va dire, les résultats au niveau du cerveau quelques secondes avant que une photo apparaisse. Et on s'est rendu compte que lorsqu'il y avait des images choquantes qui allaient apparaître, 4 ou 5 secondes auparavant, le cerveau ressentait déjà, savait l'image qui allait y avoir, parce que justement, il commençait à développer tous les process cognitifs qui vont se dérouler quand il y a une image choquante. Et on va peut-être avoir un haut de cœur, etc., etc. Alors que justement, quand c'était des photos traditionnelles, gentilles, bienveillantes, avec des petits papillons qui volent au milieu des champs, le cerveau, 4 ou 5 secondes auparavant, ne ressentait rien. Donc il y avait vraiment un état émotionnel de stress qui se mettait quelques secondes avant qu'il y ait une image choquante qui apparaisse à l'écran. Et pour le coup, ça a vraiment été surprenant parce que les photos étaient choisies de façon aléatoire. Personne, à part l'ordinateur, ne savait quelle photo allait se produire, donc on peut même pas dire que c'était les scientifiques qui anticipaient cela en fait en amont, c'était vraiment aléatoire. Et donc ouais, ces résultats avaient vraiment été surprenants. Mais une fois de plus, on parle des travaux d'un parapsychologue. Donc tout ce qui va être les parasciences, ça va être les sciences alternatives ou non reconnues de façon officielle. Donc les travaux sont très peu soit étudiés, soit en tout cas développés au niveau du grand public. Les financements sont beaucoup moindres parce que c'est pas financé, parce que ça rentre pas dans les carcans traditionnels de la science, et pour le coup ça ne veut rien dire. Comme l'ensemble des travaux de Monsieur Rupert Sheldrake qui sont souvent, comme je vous avais dit, mis de côté ou jugés de façon négative, etc., etc. Alors, maintenant, dans sa conclusion de l'ouvrage, comme pour bien enfoncer le clou, Rupert Sheldrake va exposer le phénomène de non-localité selon la théorie des cantars. Pour bien enfoncer le clou pour les lecteurs qui n'ont pas encore été assez vidés ou qui en veulent encore un peu plus. Donc c'est un phénomène qui est aussi appelé phénomène de non-séparabilité ou paradoxe d'Einstein, qui postule qu'un lien inéluctable existe entre l'observateur et le sujet observé, et que des particules issues de la même source conservent également un lien mutuel mystérieux, en sorte que ce qui arrive à l'un est immédiatement répercuté dans l'autre. Ainsi, il y a certains physiciens qui pensent que toute chose dans l'univers est interconnectée à travers un quantum de non-localité. Donc ça renforce aussi le concept des champs morphogénétiques, parce que si tout est interconnecté, souvent ce sont des propriétaires de chiens qui ont une forte capacité à vivre avec leur émotionnalité, les personnes qui vont être très sensibles, qui vont développer ce genre de lien avec leur chien de compagnie. Et on va retrouver beaucoup ça avec les enfants notamment, parce que ce sont des êtres humains qui sont beaucoup moins ancrés sur on va dire des questions de morale, toutes ces lourdeurs que nous adultes on a, etc. Ce sont des êtres humains, on va dire, qui sont beaucoup dits de lumière énergétique, qui vivent beaucoup dans le moment présent, dans le ressenti, et ils vont beaucoup plus développer ce genre de ressenti là. Souvent ça va être des maîtres de chiens qui vont avoir pris un animal dans un élevage, ou qui vont dans un refuge justement, ou alors qui vont l'avoir à un moment significatif de leur vie où le chien va vraiment être une grosse éponge à émotions, et au final il va y avoir un espèce de lien vraiment intense qui va se former entre les deux. Et donc pour les personnes qui sont beaucoup plus sensibles à cela, ce sont des visions, des témoignages que beaucoup de ces personnes-là ont. Alors, juste dernière petite incise, avant de finir cette vidéo, il faut savoir que l'ouvrage de Monsieur Rupert Sheldrake est assez dense, il fait 409 pages, mais dedans vous avez quand même 278 notes de bas de page, qui sont des renvois à des études scientifiques, vous avez 15 pages de bibliographie, donc ça conforte vraiment tous les propos que pouvait avoir Rupert Sheldrake. Vous avez je ne sais pas combien de renvois à chaque fois qu'il va dire un mot, à chaque fois qu'il va s'appuyer sur des études, à chaque fois qu'il va donner un argument, une théorie, il va l'appuyer sur des propos d'autres personnes.
sais pas si vous vous rendez compte, enfin moi j'ai rarement vu ça, du moins dans les bouquins que j'ai lus sur le chien, vous avez 15 pages de bibliographie. Et c'est pas genre une note par page, hein. Vous avez une dizaine de bouquins, donc ça vous fait au moins 150 livres sur lesquels l'auteur se réfère pour faire son ouvrage. 278 notes de bas de page, sachant que dans chaque note, vous avez parfois un renvoi vers 2-3 études scientifiques. Donc la personne qui veut vraiment creuser le sujet, elle achète ce bouquin. Je vous dis, elle a une liste d'au moins 100 autres bouquins à lire qui confortent les travaux et les recherches de Rupert Sheldrake, et à peu près 300 études scientifiques qui corroborent ça. Ça, c'est vraiment un point sur lequel je voulais revenir, parce que, je vais le dire encore une fois, mais le bouquin de Rupert Sheldrake, il est vraiment dense, il est vraiment lourd, mais il est vraiment complet, et il a un contenu très exhaustif. On est loin des suppositions, on est loin du travail d'un gourou, ou d'une personne qui présuppose en fonction des accueils de la science. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a bossé son sujet. Je vous dis, ce bouquin-là, c'est juste le fruit de... entre parenthèses, c'est le fruit de 5 années de recherche, de plus de 1200 témoignages. Il y a des heures et des heures d'interviews, de films vidéo, de supports vidéo pour ces expériences. Et c'est pas le seul bouquin qu'il a écrit, hein. Depuis et avant même, le mec il avait écrit plusieurs ouvrages avant qui confortent cette idée-là. Ce livre-là, Ces chiens qui attendent leur maître, c'est juste un livre qui développe pleinement le concept de morphogénétique à travers 3 comportements inexpliqués par la science conventionnelle vis-à-vis des chiens, à savoir la télépathie, le sens de l'orientation et la prémonition et la précognition, qui sont évidemment 2 termes distincts dont l'auteur évidemment va parler et développer argument à l'appui. C'est un livre vraiment très dense, et je vous dis, c'est juste un détail d'une de ces théories, mais il en a écrit beaucoup d'autres, et je pense que Rupert Sheldrake sera beaucoup plus connu dans quelques années, quand la science va continuer à se développer, éventuellement se diversifier et s'orienter vers ces travaux-là. Ça me fait penser aux travaux d'un homme comme Nikola Tesla, qui en son temps avait vu ses budgets diminuer, avait vu beaucoup de ses expériences contraintes, puis après récupérées aussi en sous-main par le gouvernement. Et c'est beaucoup à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, à une époque où on commence à serrer les fesses, on va dire, au niveau des énergies fossiles, qu'on commence à se rendre compte de tout l'intérêt que pouvait avoir un type qui, 100 ans avant, avait déjà émis tout cela, quoi, qui avait déjà trouvé des travaux, des issues scientifiques pour aller au-delà de ces problèmes-là. Donc moi je pense que Rupert Sheldrake, son contenu est vraiment dense. J'avais envie de vous parler de cet auteur de ce scientifique, parce que tous les travaux qu'ils font, à mon avis, dans 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être, trouveront des répercussions et auront une aura qu'ils n'ont pas actuellement. Voilà. Donc, hop, petite conclusion habituelle, je vous remonte cet ouvrage, Rupert Sheldrake, Ces chiens qui attendent leur maître et autres pouvoirs inexpliqués des animaux, aux éditions du Rocher, paru en 2001, il coûte 21€ dans la présente édition, 409 pages, des schémas, des analyses, des machins, les 15 pages de notes bibliographiques, hein, pour ceux qui avaient éventuellement des doutes, vous avez de quoi faire. Il y a certainement des sceptiques, certainement des personnes qui vont ne pas regarder cette vidéo jusqu'au bout, prétextant que c'est farfelu, c'est pas forcément concret. Et j'espère que les personnes qui ont pu regarder cette vidéo jusqu'au bout, que je n'ai pas forcément saoulé à travers du contenu un peu vague, ou en prenant un peu mes aises, ou en me perdant parfois, en me répétant beaucoup, je m'excuse pour ça, mais en même temps je parle beaucoup. J'espère que j'ai pas perdu d'ailleurs quelques abonnés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des petits renvois que je peux vous-même vous effectuer sur cet ouvrage, ou en tout cas si la lecture vous a plu. C'est un ouvrage qui se trouve en occasion très facilement sur internet. Pour ainsi dire, moi j'ai dû l'avoir pour 4 ou 5€ sur un site de vente en ligne. Ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que ça va vous retourner un petit peu le cerveau si vous n'êtes pas forcément habitué à cela. Voilà.
Eh bien écoutez, moi je vais vous souhaiter en tout cas un bon été. Je ne vais peut-être pas faire de vidéo le mois prochain. Je vous donne donc rendez-vous fin août pour la prochaine note de lecture qui sera effectuée sur un livre de Monsieur Hubert Montagnier qui va traiter de l'enfant et l'animal. Voilà. Encore un ouvrage intéressant qui ouvrira une nouvelle rubrique de notes de lecture justement sur les relations enfant-animal. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.